cataloguing all French-language newspapers and magazines published in Egypt, searching out the copies, digitizing them, and then uploading them onto the web for free access. This huge project, initiated by the Centre d'études Alexandrine, first saw the light of day in 2004. By 2011, more than 21,000 pages have been scanned and can be consulted online and downloaded. Today, there are only two French-language publications in Egypt, a daily, Le Progrès Égyptien, founded in 1893, and more recently a weekly, Al Ahram Hebdo, published by the Al Ahram Group. But in this country, the Francophone press was born a long time ago. Its history goes back to the end of the 18th century. At the time of the Egyptian expedition, Napoleon Bonaparte brought along a full team of scientists, historians, geographers, botanists, architects, engineers, illustrators. He also brought with him a printing press and 3 character sets: Greek to be used in the studies of the expedition scientists, Arabic for the local population, and Latin for communication with his troops. Les Français rassemblent quotidiennement des informations qu'ils impriment par la suite en plusieurs exemplaires distribués au sein de leur armée partout dans le pays, afin de diffuser les informations de la veille auprès des plus dignes comme auprès des plus misérables soldats. Donc avec le Courrier de l'Égypte et puis la Décade égyptienne, donc les 2 grands journaux de 1798 qui ont été créés par Bonaparte quand il est venu avec ses armées mais aussi ses savants en Égypte, commence non seulement l'histoire de la presse dans le monde arabe, mais aussi l'histoire de la presse en Afrique. C'est les premiers journaux, les premiers périodiques imprimés dans cette zone du monde. Et depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, on compte à peu près, plus de 400 titres différents. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, l'italien est plus pratiqué que le français en Égypte, mais dans les années 1860, le Khedive Ismaïl impose l'usage du français dans une partie de l'administration égyptienne. Ce phénomène s'accroît après le bombardement et l'occupation britannique du pays en 1882, et l'usage du français apparaît comme un signe de résistance à l'occupant. Et enfin, des ordres religieux enseignants francophones s'installent en Égypte à la fin du XIXe siècle, jusqu'à la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, et donc créent des établissements qui ont beaucoup de succès, augmentant le nombre de francophones vivant en Égypte, et donc donnant des lecteurs potentiels à la presse francophone d'Égypte. On se retrouve dans les années 20, avec 9 quotidiens de langue française entre Alexandrie et Le Caire. Dailies, but also magazines. Dozens of titles during the interwar years. This press covered all subjects: news, daily life, sport, politics, cinema, and not forgetting fashion in both Egypt and France. Et en fait, avec la Deuxième Guerre mondiale, donc là, ça commence à s'effriter très sérieusement, cette dimension francophone d'Égypte. Il y a beaucoup de ces populations syro-libanaises, juives, arméniennes, italiennes, françaises, grecques, qui quittent le pays.
Et puis avec la nationalisation, l'arrivée des colonels et en 1960 la nationalisation de toute la presse en Égypte, évidemment ça donne un coup d'arrêt à toute cette presse francophone. Il ne reste alors plus que quelques titres seulement. Alors il ne reste plus en réalité que 2 organes de cette presse. Il reste le Progrès égyptien qui est plus que centenaire et il y a l'Ahram Hebdo. Alors le problème c'est qu'ils font des efforts évidemment, mais ils n'ont pas trop de moyens et de plus ils appartiennent à des groupes étatiques, que ce soit l'Ahram ou Gomhoureya, et donc en ces jours de révolution et de contestation des voix de leurs maîtres, c'est quand même un problème d'avoir des journaux qui représentent l'État. Mais ce n'est pas pour autant que la presse francophone est en voie de disparition, puisqu'il y a Internet qui peut être le sauveur, puisqu'on peut faire des sites. Il suffirait d'un peu de moyens, pas trop, beaucoup moins que ce qu'il faut pour faire de la presse en papier, pour créer de nouveau des journaux de bonne tenue, des journaux auxquels participeront non seulement des Égyptiens, mais aussi des étrangers se trouvant en Égypte ou se trouvant en France, au Canada ou ailleurs. Et on pourrait, à partir de ce moment-là, rayonner au-delà de l'Égypte et avoir une presse francophone, non plus d'Égypte, une presse francophone venant d'Égypte, mais s'adressant au monde entier. Sa Majesté le Roi, toujours soucieux d'encourager les lettres et les arts, a ordonné l'achat pour la bibliothèque du Palais de la nouvelle édition de la vie de Dante. Samedi dernier, à la mutuelle des Poilus du Caire, Monsieur René Dreux, secrétaire général de la Chambre de commerce française au Caire, a fait, avant la petite sauterie hebdomadaire, une conférence sur le voyage en France à travers les siècles. L'autre lundi, grande première au Cursal d'Albanie. La troupe italienne d'opéra débutait avec la vieille partition de Rigoletto. Nous ne félicitons pas la direction pour le choix de la pièce. Le record des spectacles cinématographiques est battu cette semaine par Chanteclair, qui donne dans son programme 3 grands films: Le vaisseau de la mort, L'affaire du collier de la reine et Miranda. Pour le moment, les Alexandrins se préparent à passer allègrement l'hiver, et l'on peut dire qu'il y a du pain sur la planche. La femme élégante portera, pour l'après-midi, des chaussures d'antilope noires, souvent ornées de liserés de cuir verni. On portera également des chaussures en chevreau brun et lézard bleu. Le département de numérisation est composé d'une équipe de 8 personnes et nous travaillons sur 5 projets spécifiques qui sont les expéditions scientifiques du 19e, la presse francophone d'Égypte, les livres anciens concernant Alexandrie, la cartographie et la numérisation du fonds photographique du Centre d'études alexandrines. Nous pouvons distinguer 3 phases de travail lors de la numérisation: la prise de vue, la post-production, qui est donc la mise au format avec le nettoyage pour une reconnaissance optimale de caractère, et la mise en ligne des documents sur Internet. Ici, nous avons un Mamiya RZ, donc moyen format, appareil argentique sur lequel également nous avons équipé un dos numérique qui est relié directement à l'ordinateur et toutes les captures se font directement depuis l'ordinateur. À savoir que les prises de vue s'effectuent en haute résolution. Nous prenons du 300 dpi, couleur et en TIFF. Le second poste de prise de vue, qui est équipé grand format, c'est une chambre photographique 4-5 inches sur laquelle nous adaptons un dos numérique qui est relié directement à l'ordinateur et toutes les prises de vue sont shootées depuis l'ordinateur. Après l'acquisition des images, nous passons à la deuxième phase du travail qui est le traitement proprement dit, qui se répartit en 3 étapes.
la mise à l'échelle du document, le redressement des images et le nettoyage pour une reconnaissance optimale des caractères. La troisième phase de travail est la reconnaissance de caractères, reconnaissance que nous effectuons avec le logiciel Omnipage. Le document est restitué en PDF, PDF sur lequel nous allons développer les signets, optimiser pour une mise en ligne sur Internet. C'est aussi simple que ça. Bonjour, bonjour. Ah, de bonne pêche. Bien. Quoi? Arrivée du Caire. 150. Voilà, même début Caire. 3 mai 54. Mars 50. Mars-avril, tiens, des numéros qui se suivent. Ça, c'est très bien. L'art, la musique, Henri Rousseau. Où se procure-t-on nos journaux et nos revues? En 2007, lors de mon arrivée, nous avons fait un appel à contribution en faisant paraître dans Al-Ahram Hebdo, un journal francophone, un papier concernant nos recherches sur la presse francophone d'Égypte. Et nous appelions les Alexandrins, les Égyptiens, à aller fouiller dans leurs greniers pour nous apporter leurs revues afin d'être numérisées. Nous travaillons également en collaboration avec l'Université du Caire, la filière francophone, où un étudiant travaille pour nous. Il va visiter les bouquinistes, il va se rendre au souk, il va prendre contact avec les différentes institutions ou également les particuliers pour nous apporter un maximum de revues. Nous pouvons également acheter les revues. Nous sommes en contact avec un vendeur au souk El Goma, sur Alexandrie. Et nous consultons régulièrement des sites Talibé afin d'acquérir un maximum de journaux. Alors après traitement par le service de numérisation, les documents seront mis à disposition du public sur Internet. Là, les chercheurs et toutes les personnes intéressées pourront télécharger les documents. Pour choisir les documents à télécharger, eh bien, on interrogera une base de données qui nous permettra de savoir quels sont tous les titres que nous avons pu traiter. Nous pouvons aussi interroger la base de données sur une année, parce qu'il peut être intéressant d'avoir toutes les publications de la même année. Ou bien on pourra faire une recherche en texte intégral dans l'ensemble du corpus, ou bien dans l'ensemble des exemplaires d'un titre donné.
2 générations d'Égyptiens ou d'Européens vivant en Égypte ont écrit en langue française, sont devenus des écrivains de langue française à partir des années 1920 et jusqu'aux années 1955-60. Et à ce titre, les périodiques ont été pour ces jeunes gens et ces jeunes femmes des lieux de création, des lieux d'accueil de leurs premières œuvres. C'est bien souvent dans les revues qu'on publie ses premiers récits, ses premiers poèmes, ses premières réflexions quand on souhaite écrire un ouvrage de littérature d'idées. Et ce fut le cas, par exemple, aussi bien d'écrivains comme Georges Heyne, qui a lui-même d'ailleurs dirigé une revue avant la guerre, Un effort, comme Ahmed Rassim. Les heures claires. Celle que nul ne voit coucher dans mon lit est une Slovaque de Hodonine, qui porte le nom d'Ottilie. Elle ne vint pas à moi comme la fille qui passe, chargée des fruits pervers de son corps. Elle vint simplement, comme un envoyé, avec la gorgée d'eau dont ma pierre avait besoin. Elle vint comme la rosée transparente du matin que le généreux envoie pour l'herbe sèche. Elle vint comme la pluie féconde dont le pouvoir ranime la torpeur des dattiers. Elle vint comme Nisane, rafraîchir ma vie de sa pensée claire. Elle vint pour déposer en moi son charme ailé. Ses mains claires, voltigeant autour des fleurs de ma chambre, étaient semblables aux ailes légères d'un papillon. Ce fut aussi le cas des écrivains de langue arabe en traduction. Par conséquent, le périodique est non seulement le lieu de naissance d'une génération, 2 générations d'écrivains francophones qui, après les années 50, vont partir poursuivre leur carrière en France et vont devenir des écrivains relativement célèbres et connus en France, Edmond Jabès, Albert Cosseri, Georges Hénin, Joyce Mansour, André Chédid, mais aussi des relais vers l'Europe, des écrivains arabophones. Pour le dire en conclusion, la revue, généraliste ou littéraire, est un lieu d'accueil de création, d'accompagnement de l'émergence de l'œuvre, de diffusion également de ces œuvres littéraires. Les thèmes abordés dans la presse francophone d'Égypte sont très variés. C'est aussi bien l'histoire événementielle, les guerres, les crises économiques, mais aussi la société, le sport, la mode, etc. Autant de sujets pour les historiens, pour les chercheurs. Et donc, cette masse d'informations peut être transformée en recherche universitaire. Et d'ores et déjà, dans plusieurs universités françaises, dans des universités du Caire et d'Alexandrie, on commence à distribuer des sujets de master, voire de doctorat, sur la presse francophone d'Égypte, rendant une histoire extrêmement vivante à partir de sources qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été interrogées. Dans les départements de français des universités égyptiennes, il y a généralement 3 domaines. La littérature, domaine principal, la linguistique et la civilisation. Civilisation, littérature et linguistique. Et dans les 3 cas, on peut se servir de ce corpus. Et même les études qui portent sur l'art ou l'image, bon, je sais qu'il y a des revues, par exemple, sur la publicité, sur des revues d'art aussi qui ont été numérisées. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça permet de faire le lien entre l'étude de ce domaine culturel et linguistique qui est le français, mais qui est aussi en rapport avec l'histoire et la culture de l'Égypte. Donc, c'est vraiment exactement ce qui est à la recherche et de nos étudiants et des chercheurs qui sont les profs, qui se servent aussi de ce corpus.
Il y avait donc 2 étudiantes de l'Université du Caire, inscrites en thèse avec moi, qui avaient fait leur travail sur un organe de la presse francophone. La première avait fait sa thèse sur l'Ahram Hebdo, le courrier des lecteurs de l'Ahram Hebdo, et l'autre, la presse scolaire du collège des frères de Khorramfish. Avec ce système de numérisation et avec des mots-clés, on va gagner un temps fou. Et donc, je pense que ça va être beaucoup plus attirant pour de nombreux chercheurs. Et c'est ça que j'espère beaucoup avec cette numérisation. C'est non seulement modernisant l'approche, avoir plus de chercheurs, mais aussi les chercheurs vont pouvoir travailler en réseau sur différents pays. Et donc peut-être contribuer à la rédaction du 6e volume de ces 5 volumes qui existent déjà d'histoire générale de la presse française. Un 6e volume devait être fait sur la presse francophone qui n'a jamais été fait pour des raisons financières et techniques. Alors là, c'est clair qu'en tout cas pour l'Égypte, on peut imaginer qu'à terme, il y ait moyen de rédiger un livre qui fasse le point sur la presse francophone d'Égypte de 1798 à nos jours. La presse francophone d'Égypte n'est pas la seule de langue étrangère dans le pays, puisqu'il y a aussi des journaux, aussi bien en arménien qu'en grec, qu'en italien. Et il serait bon d'élargir cette expérience de numérisation de la presse francophone à d'autres presses, et notamment à la presse italienne, dans la mesure où certains journaux étaient même publiés en partie en français, en partie en italien, montrant qu'il y a ici une unité qu'il faut savoir exploiter dans cet élargissement de l'expérience de la presse francophone. Donc à partir de 1845, on a le premier journal rédigé en italien par des Italiens. Et ensuite, on aura peut-être environ 150 journaux italiens, entre quotidiens, périodiques, de tout genre qui se sont suivis. Le développement de la presse a connu aussi des genres différents qu'on pourrait classifier. Donc la première presse était plutôt généraliste. Ensuite, on a un effort de spécialisation de la presse, notamment avec le courant anarchiste, donc de la seconde moitié du 19e siècle au début de 1900. Ensuite, on a un genre qu'on peut classifier de fasciste et on aura plus tard, après les années 40, un développement de la presse antifasciste qui est en tout cas assez réduit. On a connu aussi des revues humoristiques, des revues littéraires ou du sport. Le programme de numérisation de la presse francophone d'Égypte n'est pas terminé, loin s'en faut. Et d'autres collections, comme celle de la bibliothèque municipale d'Alexandrie, pas loin d'ici, s'offrent à nous. Mais déjà, mené à ce stade grâce au soutien de l'Agence nationale de la recherche. Ce programme est opérationnel. Il est à la disposition du monde des chercheurs, des universitaires, et il permet d'écrire autrement l'histoire de l'Égypte. Il convient maintenant de l'élargir aux autres presses d'Égypte, à la grecque, à l'italienne, etc. Quant à la presse arabophone, eh bien, elle est déjà largement numérisée et donc au service, à la disposition du monde de la recherche.